Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes rattrapages de l'année 2022. Les rattrapages 2022, c'est quoi? Ce sont ces films qui m'intéressaient, que j'avais envie de voir, mais que je n'ai pas pu visionner. Il y a deux raisons, on va dire, qui expliquent cela. Soit je n'avais pas le temps, voilà, lorsque le film est sorti, je n'ai pas pu me rendre au cinéma. Soit il n'était tout simplement pas diffusé dans les cinémas autour de chez moi. Évidemment, la liste est loin d'être complète, il y a énormément d'autres films que j'aurais aimé voir, mais c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai eu le temps de rattraper 7 longs métrages dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier long métrage sorti au mois de janvier, au tout début du mois de janvier d'ailleurs, c'est le tout nouveau Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? I'll see you tomorrow. J'ai bégayé sur le titre, j'ai toujours un peu de mal à savoir comment le prononcer. Licorice Pizza, en tout cas, ça prend place en 1973. D'un côté, on a Gary, un collégien, avec une assurance hors norme, et de l'autre, Alana, une jeune femme qui cherche sa voie. Ils vont se rencontrer le jour de la photo de classe de Gary, puisque Alana, dans sa quête, on va dire, de métier, va devenir l'assistante en fait, du photographe qui s'occupe de la photo de classe. Donc ils vont se rencontrer et Gary, pour impressionner la jeune femme, va lui expliquer qu'il est acteur. Alana est amusée, intriguée aussi par ce jeune homme qui est aussi sûr de lui, et elle va décider de l'accompagner lors d'un voyage à New York pour une émission télévisée. Le film prend le contre-pied des romances traditionnelles puisque on n'a pas une progression linéaire du sentiment. Le sentiment il fait des va-et-vient, il s'affaiblit, puis il s'accentue, et inversement d'ailleurs, il s'accentue, puis il s'affaiblit. Enfin voilà, c'est comment dire, c'est pour montrer en fait que une romance, c'est pas quelque chose de tracé quoi. C'est pas un cheminement, on va dire, croissant, vous voyez. Mais si la romance est le point de départ de l'histoire, c'en n'est pas pour autant l'élément principal. Licorice Pizza, ça parle en fait de jeunes personnes qui traversent les années 70 avec leur fougue. Ça s'inscrit dans cette lignée de films que les réalisateurs font où ils évoquent leurs souvenirs d'enfance, où voilà, ils parlent en fait de ces années qu'ils ont connues lorsqu'ils étaient plus jeunes, en mettant en scène donc de jeunes personnages, ou pas d'ailleurs. Je pense à, il y a évidemment le Tarantino avec... c'était Once Upon a Time in Hollywood, on a Licorice Pizza donc pour Paul Thomas Anderson, on a The Fabelmans, donc l'an prochain de Steven Spielberg, on a Armageddon Time aussi de James Gray. Enfin voilà, c'est quelque chose que les réalisateurs font beaucoup en ce moment, se tourner vers leurs souvenirs finalement, donc en puisant dans leur propre mémoire. Par exemple pour Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson il s'inspire de la pop culture de l'époque, l'avènement des Madao, l'avènement aussi des salles d'arcade, voilà, tout ça il met en fait en scène dans son film. Et oui, il y a ce sentiment en fait de sincérité qui s'en dégage, parce que on sent tout l'amour que le réalisateur porte à cette époque, parce que c'est à ce moment-là qu'il a grandi. C'est ces années en fait qui l'ont forgé. Je tiens aussi à mentionner le naturel qui se dégage des acteurs principaux, ce qui est très appréciable puisque il n'y a pas d'artifice en fait autour d'eux. Nous allons parler d'un film primé au festival international donc du film fantastique de Gérard Mer, sorti au mois de février. Il s'agit de The Innocents. Un été, 4 enfants se découvrent des pouvoirs surnaturels qu'ils vont s'empresser de tester. Ils vont en tester les limites, loin du regard des adultes. Sauf que, ce qui semblait être un jeu d'enfants, littéralement, un jeu auquel les enfants jouent, va prendre une tournure bien plus inquiétante. Le postulat de départ, il est atypique. On est face à des enfants qui se découvrent des pouvoirs et qui vont s'en servir pour faire le mal. Disons qu'on a l'utilisation du paranormal comme une allégorie. On vient se servir du fantastique, du genre fantastique pour parler d'un sujet propre à l'enfance, en l'occurrence l'expérimentation. Puisque, lorsque tu es enfant, tu approches le monde en fait en testant les limites, voilà, tu tâtonnes en fait autour de toi pour voir jusqu'à où tu peux aller. Le réalisateur va venir y appliquer le concept de super pouvoir. Ces enfants, tout comme ils découvrent le monde, ils vont découvrir les limites de leur pouvoir en les testant, en les expérimentant. Sauf que cette frontière, plutôt ténue, entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas, va être franchie très tôt. Et les enfants vont poursuivre. Ils vont poursuivre leurs actions, quitte à devenir dangereux pour les autres, dangereux pour leurs camarades, dangereux pour leur famille, dangereux pour des inconnus même.
mais ils vont pas s'en rendre compte parce que à leurs yeux d'enfants, c'est la continuité logique. Donc à nos yeux d'adultes, le reste du film, c'est de la violence gratuite. Et comme il n'y a aucun adulte qui est présent pour leur expliquer que ce n'est pas bien ce qu'ils font, puisque il y a des adultes, certes, mais ils ne sont pas au courant que les enfants ont ces pouvoirs, ils ne sont pas au courant de leurs agissements, et donc il n'y a personne pour mettre les limites, pour dire voilà, là il est temps que tu t'arrêtes. Il y a un vrai travail qui est fait sur l'ambiance, puisque le film prend place dans une cité, et il y a une réelle sensation d'enfermement. Donc on a par exemple ce bac à sable qui est entouré de tours, donc il y a évidemment cette... comment dire, ça se voit à l'écran que les personnages sont enfermés, mais nous cette ambiance oppressante, elle l'est aussi parce que l'appartement, typiquement dans lesquels les appartements dans lesquels nos enfants vivent, eh bien ils sont situés à quelques bâtiments les uns des autres. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a une possibilité d'effraction qui est omniprésente. À tout moment, le mal, il peut se cacher derrière votre porte. L'enfant va venir se réfugier chez lui, parce que c'est un endroit qui est supposé être sécurisé, sauf que voilà, le mal, il est juste derrière chez vous quoi, il est là, il est présent. Il y a une impossibilité de s'échapper, parce que même lorsque tu es dans un endroit qui est supposé être sécurisé, tu sais que tu ne le seras pas. Et en tant que spectateur, c'est extrêmement suffocant. On va rester sur des personnages avec des pouvoirs qui s'en servent pour combattre les nazis. C'est un film italien sorti le 30 mars, Freaks Out de Gabriele Menetti. Signore e signori, l'immaginazione diventa realtà. Si è convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. E il suo regalo per Hitler? Un pugno di superuomini con lui al comando. Le film prend place à Rome en 1943, alors que la ville est sous l'occupation allemande. Nous y suivons une troupe de cirque dont les personnages sont dotés de super pouvoirs. Sauf qu'avec cette menace nazie omniprésente, eh bien, le directeur du cirque va décider d'emmener tout le monde de l'autre côté de l'Atlantique, donc pour aller en Amérique. Sauf que voilà, après avoir donné l'argent, le directeur du cirque va partir. Dès lors, la troupe va se lancer à sa recherche. Comment survivre dans ce monde en guerre alors qu'on s'en est considéré comme un marginal, comme un Freaks? Freaks Out, c'est un film qui déborde d'originalité. Déjà par son scénario, évidemment, par la manière avec laquelle il mêle l'historique au fantastique, mais aussi par ses multiples références en fait qu'on n'aurait jamais imaginé se croiser. Évidemment les pouvoirs des X-Men, le parcours initiatique du magicien d'Oz, ou bien encore le goût pour les freaks de Guillermo del Toro. De loin, ça ressemble à une grande marmite dans laquelle on aurait balancé tout un tas de références et ça aurait pu rapidement se casser la figure. Sauf qu'il y a une telle maîtrise en fait que eh bien, ça donne une cohérence à tout ça. On y retrouve une grande thématique du cinéma italien, la sensibilité. On va venir passer par un drame personnel, on va venir exacerber un drame personnel pour mieux insister sur les sentiments humains. Ici, on a des personnages cassés qui essayent de s'en sortir. Et c'est vrai que ces personnages, ils sont profondément attachants par leur humanité. Parce que face à des hommes, donc en l'occurrence les nazis, qui eux, pour le coup, sont considérés comme normaux par la société, eh bien on réalise que ceux qui sont réellement dotés d'une humanité, ce sont les marginalisés. Je tiens aussi à mentionner la scène d'introduction qui est formidable en termes de mise en contexte. C'est une représentation du cirque, où chaque personnage va tour à tour montrer ses pouvoirs. Et nous, on est là, comme ces personnes assises dans le chapiteau, à regarder toute cette poésie qui se dégage de ce spectacle, de ce cirque artisanal réellement, et on regarde avec émerveillement jusqu'à ce que le chapiteau soit soufflé par une bombe, et que ça nous ramène en fait à la dure réalité, que le pays est en guerre, et je trouve que c'est une excellente en fait introduction pour le coup. C'est le chaos qui vient nous arracher à ce délicat moment. Un autre film sorti le 30 mars, un film français que j'ai détesté. Pourtant, les critiques spectateurs sont plutôt satisfaites. Les critiques presse, c'est plus mitigé, mais moi, pour le coup, j'ai pas pu, quoi. Il s'agit de Cédric Lapiche. Tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand il bouge, tu veux dire quand il bouge avec les... le corps, quand il bouge avec le corps, quand il bouge avec le corps, le mouvement. Oui. Quand il danse, quoi. Notre personnage principal s'appelle Élise, elle a 26 ans, et c'est une grande danseuse classique. Durant un spectacle, elle va se blesser et apprendre qu'elle ne pourra plus jamais danser. Elle va alors venir se réfugier en Bretagne, où elle va faire la rencontre d'une troupe de danse contemporaine qui va peut-être lui apprendre une toute nouvelle manière de voir la vie. Je tiens quand même à mentionner un élément très positif pour ce film,
c'est qu'il y a ces moments de grâce, donc ces scènes de danse, qui sont assez passionnantes à regarder parce qu'on est tour à tour spectateur et tour à tour danseur. Je m'explique. Au départ, la caméra est plutôt à l'extérieur. Elle observe, vous savez, la situation comme si nous-mêmes on regardait le spectacle. Et puis petit à petit, elle se rapproche, elle va venir en fait coller au plus près des danseurs, elle va se mettre près d'eux et virevolter en même temps qu'eux. Et donc, nous-mêmes, en fait, on va être plongés dans cette chorégraphie en faisant presque les mêmes mouvements qu'eux. J'ai détesté déjà le personnage principal d'Élise, qui est nombriliste à souhait. Elle ne voit que ses problèmes et n'a de cesse de se lamenter tout au long du film. Par exemple, elle va aller jusqu'à se comparer aux héroïnes de la tragédie antique. Elle est insupportable, les personnages secondaires aussi sont insupportables, puisque y a une obsession du moi en fait, qui s'étend à tous les personnages. Du moi MOI pour le coup, ils ne pensent qu'à eux. Par exemple, dans les conversations, lorsque Élise évoque ses problèmes, donc lorsqu'elle dit « Oh là là, je vais pas bien, je suis une héroïne antique, les gens vont lui dire « Oh, tu sais, moi aussi j'ai des malheurs dans la vie », c'est insupportable. Ce sont des personnages qui constamment n'arrêtent pas de rabâcher leurs problèmes, ce qui fait qu'on a juste des conversations qui semblent ridicules, puisque l'une va évoquer son problème en ne pensant qu'à elle, et l'autre va lui répondre en parlant de ses propres problèmes, en disant « Ah, toi t'as vécu ça, mais sache que moi j'ai vécu ça aussi », ou bien quelqu'un va dire qu'il est triste, et l'autre va faire, mais vraiment, il y a le personnage de Muriel Robin qui dit à un moment « Toi t'es triste, ah mais sache que t'as de la chance, moi j'ai jamais pu faire tout ce que t'as fait ». C'est pas le sujet de la conversation, vraiment. En plus, tout le monde y va de son commentaire. Lorsque Élise parle de ses problèmes, chacun va lui donner des conseils, mais différents, sur la manière avec laquelle elle doit vivre sa vie. Et je suis désolée, mais il y a beaucoup de spectateurs qui ont dit que Encore était un film inspirant. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'un film peut être inspirant lorsque durant 1h50, l'héroïne se fait dicter sa vie. Elle se fait dicter sa vie, tout le monde lui dit comment est-ce qu'elle doit agir. Puis il y a d'autres problèmes qui se posent aussi, c'est mal joué. Le jeu d'acteur sonne faux, par exemple François Civil qui est mais moi j'ai cru à une parodie au départ lorsque je l'ai vu jouer, c'était terrible. On a aussi un triangle amoureux qui vient alourdir l'histoire et puis qui pose cette vision qui moi m'insupporte, c'est que l'épanouissement personnel passe forcément par une relation sentimentale. On est en 2022, je pense qu'on est quand même conscient qu'on peut s'épanouir sans forcément être en couple, mais non. Le film donc débute avec Élise qui est au fond du trou parce qu'elle peut plus danser et son copain vient de la tromper. Et le film se termine, alors là j'y vais, là je spoil, le film se termine, elle a trouvé un nouveau sens à sa vie, elle peut à nouveau danser, et en plus elle part au brin d'un autre. Enfin, j'aime pas cette idée là en fait que pour s'épanouir personnellement, il faille forcément être en couple. C'est très chouette, y a pas de doute là-dessus, mais c'est pas forcément, comment dire, pour s'accomplir personnellement, c'est pas nécessaire d'être en couple, vous voyez. Et un autre point qui me dérange aussi, ce sont les discours sur la vie qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Dans les dialogues, souvent, donc en plus de donner des conseils un peu nuls et de tout rapporter à eux-mêmes, les personnages essayent de faire de grands discours philosophiques sur la vie en vous parlant du sens de pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Sauf que ça arrive voilà, d'un coup comme ça, et c'est si mal amené en fait que ça apparaît comme forcé et on a beaucoup de mal à les prendre au sérieux. Le film dont je m'apprête à vous parler traite bien mieux des sentiments humains. Il est sorti le 6 avril en salle. C'est un film japonais, Conte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi. 私のこと好きだったの。怒ってるの？あなたは他の誰かでいいかもしれないけど。勢いで本当のことが言えることもあるよ。魔法よりもっと不確かなものをそれでも信じてみる気はある。C'est un triptyque composé de 3 histoires donc. On a 3 petites histoires avec tout en lien les sentiments amoureux. D'un côté, un triangle amoureux inattendu, de l'autre une tentative de séduction qui va mal tourner, et de l'autre 2 femmes qui vont se rencontrer et se remémorer d'anciens souvenirs. Ce film explore la complexité et surtout la dureté du sentiment amoureux à travers différentes formes. On a la jalousie dans le premier récit, dans le second on est plutôt sur les sentiments non réciproques, sur le troisième les regrets aussi, et les personnages sont écrits en fait avec une telle finesse. Hamaguchi, il esquisse leurs mots, M-A-U-X, bien sûr, mais aussi leurs mots, M-O-T-S, puisque le film est très verbeux. Il y a beaucoup en fait de dialogue, on va y revenir. Vraiment, le verbe en fait est maître du film. Hamaguchi, il vient capter des émotions qui semblent a priori inexplicables, et nous en fait en tant que spectateurs, on parvient à comprendre aisément les émotions qui les animent, parce que ce qu'ils ressentent c'est profondément humain. C'est aussi renforcé par le jeu des acteurs qui jouent avec une immense subtilité. Je pourrais caractériser grossièrement le film de la manière suivante. Ce sont de longs dialogues, entrecoupés de scènes de vie.
Et la mise en scène en fait de ces dialogues impressionne, parce que Hamaguchi, dans tout le film, il fait preuve d'une grande sobriété. Sauf qu'il déborde d'originalité lorsqu'il s'agit de filmer une conversation. C'est quelqu'un qui va venir cultiver en fait la longueur des plans, avec des plans donc, qui s'étirent. Je pense notamment à un plan sur l'encadrure d'une porte, vous voyez ce personnage qui échange, et il est filmé dans l'encadrure de la porte, ou bien encore un autre plan que j'ai beaucoup aimé... Ah mince, pardon, j'ai fait tomber la caméra. Donc un autre plan que j'ai beaucoup aimé aussi, où on a les personnages qui sont face cam et qui parlent l'un avec l'autre. C'est un plan qui est inhabituel, peu utilisé aussi, et j'ai beaucoup aimé en fait la manière avec laquelle la mise en scène de ces dialogues est très dynamique. Avant-dernier film sorti au mois de juin, un film français composé d'un binôme pour le moins surprenant, Benjamin Voisin et Marina Foïs, 7 en roue libre. Emma! C'est qui ce type? David, il est psy, il va t'aider. Il faut 1 à 2 séances par semaine pendant des années. Nouveau challenge. Là, t'as 1 heure où je te bute. Bah, parlez-moi de votre père, hein. Il fait quoi? Agriculteur. Mais je Non, vois pas le pas rapport. le vôtre, celui de madame. Nous y suivons la folle histoire de Louise, une femme qui va se retrouver coincée dans sa voiture, dans le sens où elle n'est pas capable d'en sortir, puisque à chaque fois qu'elle essaye de mettre un pied dehors, elle va être prise d'une crise de panique. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme, interprété par Benjamin Voisin, qui va essayer de braquer sa voiture et réaliser qu'en fait, il y avait quelqu'un à l'intérieur. Dès lors, un road trip va débuter avec ces deux protagonistes, pour le moins haute en couleur. Roue libre, c'est la rencontre entre deux êtres, entre deux personnes qui ne s'épanouissent plus dans leur vie respective. Ils vont apprendre à se connaître, vont dévoiler leur fragilité aussi, au fur et à mesure, apprendre à s'apprécier également, jusqu'à ce que cette relation vienne donner un nouvel élan à leur vie. En revanche, l'histoire correspond à une structure balisée, donc déjà connue, hein, lorsqu'on met en place en fait la relation entre deux personnes totalement opposées. Il y a des moments clés, vous savez, qui vont faire évoluer la relation, qui sont vus et revus et qui vont être employés ici. La révélation, voilà, lorsque tu vas te mettre à raconter ta vie autour d'un joint, lorsque tu te disputes par exemple aussi sur l'album à passer. Il y a des stéréotypes aussi dans l'écriture des personnages, par exemple la hippie qui fume de l'herbe et qui refuse toute technologie, ou bien encore les gitans qui se démarquent par leur grande générosité. Le film se démarque par la tendresse de cette relation. On s'attache à ces personnages et même si elle est électrique au début, on rit, on s'émeut, vous l'avez vu dans la bande-annonce. C'est un très bon feel-good movie en fait, le genre de film qui te laisse un sourire lorsque tu ressors. J'ai parlé d'un dernier film et je tiens à faire un immense avertissement avant. C'est un film asiatique, film d'horreur, interdit aux moins de 16 ans. Je vais vous passer un extrait de bande-annonce comme je fais à chaque fois, mais si vous êtes sensible, juste glisser de 15-20 secondes en avant pour ne pas voir cette bande-annonce, puisque nous allons parler du film The Sadness de Rob Jabaz. Après avoir tenté de lutter pendant 1 an contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, eh bien une population va finir par baisser sa garde. Sauf que c'est à ce moment-là que le virus va muter et venir altérer l'esprit. Les personnes infectées vont se mettre à commettre les actes les plus atroces possibles. Pour l'heure, c'est l'unique schéma scénaristique qui parvient à me faire frissonner, qui vraiment m'angoisse, réellement. Parce que c'est l'homme qui s'en prend à l'homme. En général, dans les films d'horreur, le mal, il est localisé. Le mal, il correspond à une personne, il correspond à une entité. Pour se débarrasser du mal, il faut tuer le tueur en série. Pour se débarrasser du mal, il faut exorciser telle entité. Mais ici, le mal, en fait, c'est l'homme lui-même. Dans ce type de schéma, et là je vais prendre donc l'exemple de Sadness, en l'occurrence là, lorsque les personnes sont infectées, en fait, le mal, il peut surgir de n'importe où. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre copine, ça peut être vos frères et sœurs, enfin, le mal il peut surgir de n'importe où. Il y a un point qui est terrifiant dans Sadness, et moi c'est ce qui me glace, c'est que le mal, donc les actions commises par ces personnes, elles viennent puiser dans leur propre vice. Ce que je veux dire par là, c'est que l'excitation d'un homme dans le métro va se transformer en désir de violer la personne. Le désir, le désir sexuel, lui va se transformer en désir de possession, en réel désir d'avoir la personne, de l'égorger vive, de l'avoir rien que pour vous. C'est abominable en fait. Rob Jabaz, il vient prendre le pire de l'homme et en poussant le curseur au maximum.
On prend les vices humains et on les exacerbe pour en faire le mal, mais cette idée on peut aussi la prendre à l'envers en disant, et je crois que c'est encore plus terrifiant, que dans le mal, eh bien il subsiste une part humaine. Le film est moins de 16 ans, c'est largement mérité, c'est extrêmement graphique, et pour le coup je dois saluer déjà le budget faussant, mais aussi le travail des prothésistes, puisque en fait on voit énormément, enfin on voit les corps meurtris, et le travail fait sur les parties... Bon, je vais vous passer les détails, hein. Mais bref, le travail fait sur les corps meurtris est exceptionnel. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers films que vous avez rattrapés, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.